bienvenue à tous et merci à l'Humanity d'avoir organisé ça. Donc, je suis Guillaume Sopin, donc CTO de Vertigo. Voilà, j'ai un background de chercheur parce que j'ai travaillé des dizaines d'années au commissariat à l'énergie atomique sur de la simulation de différents types de systèmes, simulation de fluides, de câbles, de systèmes robotiques, etc. Et j'ai quitté la recherche pour aller dans l'industrie, pour faire des choses plus concrètes. Donc, première présentation rapide de Vertigo. Donc, Vertigo, on est éditeur logiciel. On développe une plateforme d'application IA dont l'objectif est de mettre à disposition facilement auprès de nos clients différentes briques d'algorithmie d'intelligence artificielle, plus derrière toute la capacité de le scaler et de le déployer facilement pour eux. Voilà, et du coup, on décline cette plateforme à travers différents types d'applications qui vont du demand forecast, donc c'est-à-dire prévision de demande, prévision de vente, etc. Et aussi le support IT, l'immobilier, et des choses un peu plus originales qui peuvent être assez variées. Rapidement sur Vertigo, donc c'est une société qui existe depuis 11 ans. On est une trentaine, donc avec l'essentiel éclaté en 2 sites géographiques, avec Paris, la partie qui est plus commerciale et business, et administration, etc. Et sur Nantes, la partie un peu plus technique, avec un peu plus de personnes techniques sur Nantes, à peu près dans l'équipe technique, on est une quinzaine, donc à peu près un peu plus d'une dizaine sur Nantes et 2-3 personnes sur Paris. Voilà. Pour présenter rapidement. Donc ce soir, l'objet de cette présentation, c'est de vous parler d'un projet qu'on a mené avec Manpower, avec lequel on vient de signer une joint venture très récemment, parce que c'était vendredi dernier. Du coup, avec Manpower, on a travaillé avec eux et une de leurs filiales qui s'appelle Proservia sur le développement d'un nouvel outil pour le support IT qui embarque des briques d'intelligence artificielle. Donc l'idée pour eux, c'est de préparer un peu l'avenir de ce que va être le support IT en offrant à leurs utilisateurs des fonctionnalités plus avancées que ne peuvent rendre que l'intelligence artificielle. Donc je reviendrai un peu en détail sur chacune de ces choses qu'on a apportées. Voilà, donc l'idée, quand on a commencé à travailler avec Manpower et Proservia, ça a été déjà dans un premier temps d'essayer de comprendre leurs besoins et de ne pas arriver en étant techno-driven, mais en étant piloté par les utilisateurs. Donc on a commencé par faire un workshop, etc. pour comprendre où est-ce que l'IA pouvait avoir de la valeur et proposer quelque chose qui ne soit pas gadget et qui soit vraiment une innovation et un gain pour les utilisateurs. Sachant que dans le support IT, il y a principalement 2 types d'utilisateurs. Il y a le client final, la personne qui a eu son problème d'informatique et qui essaie d'avoir des informations et de savoir si son problème va être résolu et comment il va être résolu et quand il va être résolu. Et il y a aussi les utilisateurs internes qui sont les personnes qui font le support et pour qui des briques d'intelligence artificielle sont aussi intéressantes parce que ça peut leur permettre de gagner du temps et d'être plus disponible pour les utilisateurs. Donc là ici j'ai une petite vidéo qui présente rapidement ça. Donc en fait la façon pour communiquer avec cette intelligence artificielle, ça se fait à travers un bot. Donc là ça passe un peu en accéléré, mais on a un outil qui nous permet de construire assez facilement un bot sous la forme d'un graphe conversationnel, etc. Qui nous permet de rajouter des training phrases, etc. On peut le tester assez facilement. Ensuite, cet outil est couplé avec le gestionnaire de tickets du client de Proservia, ce qu'on appelle un ITSM, donc un système de gestion de tickets. Et voilà, on peut ensuite interroger à travers le bot. Le bot va avoir donc les fonctionnalités suivantes. On peut avoir la prédiction de délai de résolution. Ça, c'est une demande qui est assez importante des utilisateurs finaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe sur leur ticket. Donc là, on a un algo prédictif qui nous permet de savoir dans quel délai va être résolu leur problème. Côté back-end, je dirais, donc côté des techniciens de support, il y a tout ce qui est catégorisation automatique. Ça, c'est pour eux quelque chose qui est assez complexe à faire et qui est coûteux s'ils se trompent. C'est-à-dire quand il y a un problème, il faut le qualifier, l'assigner correctement, trouver la bonne catégorie, etc. Donc pareil avec des briques d'intelligence artificielle, en analysant tout un historique de données, on est capable de faire de la catégorisation. Il y a aussi, à travers ce bot-là, la possibilité d'accéder à une base de connaissances. Donc là, l'idée, c'est que l'utilisateur, pour certaines problématiques, c'est pas vraiment la peine qu'il fasse appel à une personne physique du support. Il peut très bien se renseigner comme il le ferait sur Internet, comme il ferait Ask Google. Là, il peut faire Ask Pourri et puis avoir des informations. On essaie de comprendre ce qu'il veut et de le diriger vers les bonnes ressources qui lui permettent
de faire lui-même son automédication. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi intégré donc, au bot tout ce qui est déclaration d'incident, c'est-à-dire qu'on va l'aiguiller, lui simplifier la déclaration d'un incident pour éviter qu'il ait à le faire à travers un formulaire qui peut être assez complexe. On peut, à travers un bot et une conversation, lui permettre de remplir plus facilement, de manière plus précise et mieux qualifiée, la déclaration d'un incident. Voilà, et du coup c'est couplé à l'ITSM et ça génère automatiquement l'incident, etc. Il peut aussi tout simplement interroger le statut des incidents en cours pour savoir où est-ce qu'ils en sont, etc. Et il y a aussi une brique de notification qui l'informe soit de manière personnalisée quand il y a un problème, ou enfin que les tickets qui le concernent sont en train d'avancer. Et à ce moment-là, du coup, on l'informe, tiens, votre ticket a du retard ou il vient d'être fermé, etc. Et ça peut aussi l'informer de manière globale s'il y a un virus, je ne sais pas, sur le réseau, je sais pas, quelque chose comme ça. On informe tout le monde d'un coup qu'il y a un problème et qu'il y a une procédure à suivre pour résoudre ce problème-là. Donc voilà rapidement ce à quoi sert cette application, qui en fait est embarquée en Goella. Donc c'est concrètement, d'un point de vue de l'utilisateur, c'est embarqué sur un portail web. Il y a un petit web component qui apparaît et l'essentiel des fonctionnalités sont accessibles à travers ce petit web component. Voilà. Hop. Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. Tout ça donc, est basé sur Vertigo Brain, donc c'est la technologie dont on est éditeur, qui agrège donc 4 briques principales d'intelligence artificielle plus une brique de déploiement. La brique de déploiement, c'est Parc. Donc l'idée, c'est qu'au sein de toutes les briques d'intelligence artificielle, on retrouve le même schéma qui nous permet de déployer facilement les différentes briques de manière homogène, qui ont les mêmes standards de qualité de déploiement sur toutes nos briques. Et ensuite, en termes de briques, donc on a une brique qui est dédiée à la prédiction, qui s'appelle PT. Donc typiquement, c'est celle qu'on utilise pour la prédiction de délai ou la catégorisation automatique ou l'auto-assignation. On a une brique qui n'est pas utilisée dans ce cas-là, mais qui s'appelle Grok, qui est plutôt pour l'exploration de données, pour quand on a un grand volume de données, faire du clustering, faire du coup de l'apprentissage non supervisé, et puis extraire une structure d'un volume de données qui peut être assez massif. On a une brique Cyclope qui n'est pas encore utilisée là-dedans, mais qui fait de la vision. On va bientôt intégrer. L'idée, c'est que par exemple, l'utilisateur prend un screenshot de l'application qui ne marche pas et on fait de la reconnaissance dessus et on est capable de l'orienter vers la bonne source d'information. Typiquement, s'il y a un problème avec Outlook ou avec son mot de passe, etc., en analysant les images, on va pouvoir le savoir. Et après Logos, donc ça c'est toute la partie NLP. Donc là c'est tout ce qui est agent conversationnel. Donc c'est pas uniquement la conversation avec le bot et du coup la reconnaissance des intentions de l'utilisateur, mais c'est aussi tout ce qui permet de faire le rapprochement entre la base de connaissances et l'utilisateur. Ça ne sert pas qu'à la conversation, quoi. Et dans cette brique Logos, il y a différentes technologies, donc de détection d'intention, mais aussi de construction du bot, etc. De tests, tout ce qui va avec. En termes de technologie qu'on utilise, donc on essaye de se limiter en termes de langage, donc sachant que nous, on arrive quand même à 3 langages. Pour moi, c'est un peu le minimum dont on a besoin, parce qu'on a un premier langage pour les interfaces, donc on utilise du TypeScript pour tout ce qui est interface, même si c'est finalement la partie émergée de ce qu'on fait, que c'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Voilà, on finit toujours par faire un petit widget, un petit quelque chose comme ça. Donc là, on utilise du TypeScript. Après, on a tout ce qui est machine learning. Et dans ce cas-là, le meilleur écosystème, c'est Python. Donc on se base sur du Python et on s'en sert pour tout ce qui est entraînement, etc. Et après, on a tout ce qui est déploiement de briques qui sont un peu sensibles en termes de performance et qu'on écrit en Go et qui peuvent éventuellement embarquer des modèles qui ont été appris en Python. Comme ça, du coup, avec le Python, on a cette facilité d'entraînement, des performances qui ne sont pas forcément très importantes dans les phases d'apprentissage. Mais en tout cas, une fois que le modèle est appris, on peut l'embarquer dans du Go et le distribuer assez facilement. Tout ça est intégré dans des briques Docker qu'on déploie donc, au sein de la plateforme Google Cloud, même si on est assez indépendant de Google Cloud parce qu'on utilise Kubernetes pour l'orchestration et Kubeflow en particulier pour tout ce qui est pipeline de machine learning, qui nous permet d'enchaîner les étapes automatiquement quand on a des pipelines un peu complexes avec du nettoyage de données, etc. Voilà pour tout ce qui est des technos, je pense que je ne vous dis rien. Après, tout ce qui est outils de versionnement, on est sur GitLab, je vais laisser ça. Donc après, si on regarde un petit peu l'architecture qui correspond à cette application-là, on a donc d'un point de vue de l'utilisateur final, lui ce qu'il voit c'est Chatty, donc le petit widget, le web component avec lequel il interagit. Derrière ça, il y a donc un bot engine qui lui va aiguiller les conversations, qui va interroger soit Dialogflow pour faire de la détection d'intention,
soit une brique qu'on est en train de développer en interne, et je vous expliquerai pourquoi on est en train de le faire un peu plus tard. Voilà. Et une fois que les intentions sont reconnues et qu'on sait ce que nous demande l'utilisateur, on va interroger une API à nous qui nous permet de faire soit appel au module de prédiction et de dire dans le cas de la prédiction de délai, pour une description spécifique d'un ticket, savoir en combien de temps il va être résolu, ou d'appeler indirectement l'ITSM quand il y a certaines informations relatives au ticket qui sont stockées directement à l'ITSM et qu'on ne réplique pas chez nous pour éviter d'avoir des synchronisations à faire. Et voilà, puis après on a un moteur de notification en parallèle de ça qui nous permet d'envoyer des messages directement dans le petit bot. Et là, vous avez pu utiliser d'outils pour le chatbot? Pour le chatbot, le seul outil qu'on utilisait surtout au début, c'était Dialogflow, mais on a assez rapidement rajouté une couche au-dessus parce que là, en fait, quand on construit des bots, si on veut quelque chose d'assez robuste, de reproductible, etc., il vaut mieux qu'on puisse le générer à partir d'une structure de données plutôt que de l'éditer comme dans Dialogflow où la moindre petite modification rend le bot inopérant, quoi. Donc j'en dirai un petit peu plus aussi là-dessus un peu plus tard, parce que je reviens sur chaque brique un peu indépendamment. Voilà, donc là c'est la brique POWI, donc là c'est la POWI, pardon, c'est la partie donc bot. Donc pour revenir sur les motivations qui ont poussé à faire ça, chez Proservia, donc ils ont fait une remarque sociologique, ils se sont dit voilà, les gens qui vont faire du support IT dans quelques années, d'un point de vue sociologique, c'est les millennials, c'est les gens qui ont l'habitude de communiquer avec des canaux variés pour avoir des informations. Ils sont habitués aux bots, etc. Donc il faut qu'on se prépare. Ils l'utilisent chez eux, ils vont vouloir l'utiliser dans la société dans laquelle ils travaillent. Il y a l'aspect aussi self-care, c'est-à-dire que quand on a un problème, maintenant on a l'habitude d'aller sur Google, de se renseigner pour réparer sa voiture, pour réparer une porte chez soi, etc. Donc l'idée c'est d'avoir un peu le même sorte de solution en interne, c'est-à-dire qu'en chattant on peut arriver à une solution de manière un peu autonome. L'objectif c'est aussi donc, du coup d'autonomiser les utilisateurs finaux. Le corollaire de ça, c'est que ça décharge le support, qui est généralement assez chargé et qui en plus fait face à des problématiques de pic avec certaines heures où il y a plus d'appels et puis après il y a des heures où du coup il y a des problèmes de répartition de charge des équipes parce que les équipes sont surdimensionnées ou sous-dimensionnées suivant la période où on est. Et il y a aussi toute la problématique de relance que nous on traite avec les aspects de notification où finalement il y a pas mal d'appels qui sont faits au support pour simplement savoir où est-ce que ça en est. Donc avec la notification, avec la prédiction de délai, on évite tous ces appels-là qui sont un peu parasites. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que du coup le bot leur avait semblé un bon canal de communication. Et nous de notre côté, l'ambition qu'on portait, c'était être capable de faire des bots complexes avec des conversations qui permettent d'accéder à des services assez variés avec des arbres de conversation qui sont assez riches et qui soient d'une configuration simple. Parce que quand on a commencé à faire nos premiers bots, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur les training phrases, les phrases d'entraînement, et que du coup, si on voulait faire évoluer un bot qui soit robuste, qui reconnaisse pas mal de conversations, il n'y avait pas forcément grand-chose sur ETGR qui permettait de le faire efficacement. Donc là, je vous remontre un petit exemple, donc, le widget de communication. Et là, donc un exemple de graphe dans le petit outil qu'on a développé, avec chaque point qui correspond à un nœud d'une conversation. Donc il y a une intention qui a été reconnue par un utilisateur, et on commence par dire bonjour, et en fonction de ce qu'on lui propose, il va passer dans telle ou telle branche, et on voit qu'on arrive à faire des choses assez complexes qu'on pourrait difficilement faire sans avoir une représentation sous forme de graphe. Voilà, sachant qu'il peut y avoir aussi des boucles qui apparaissent pas forcément ici, mais on peut aussi avoir des boucles. Associé à ça, on a des training phrases, il y a aussi de la récupération. L'idée, c'est pas que de poser des questions à l'utilisateur, c'est aussi de récupérer les réponses. Donc on a la capacité de récupérer des réponses qui peuvent être dans un ensemble fini, par exemple il doit répondre oui, non, blanc, vert, rouge, etc. Mais aussi des réponses libres. Typiquement quand il décrit un problème, la réponse, on ne sait pas quelle elle va être. Du coup il faut qu'on soit capable de comprendre que c'est une réponse libre et qu'on n'attend rien de spécifique. Donc ça c'est des choses par exemple qui dans Dialogflow n'étaient pas supportées par défaut. Il n'y a pas de mécanisme de reconnaissance sous forme de pattern, etc. Il attend soit une réponse qui doit être précisée à l'avance, soit il faut se débrouiller pour que ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on a fait. Si on revient juste sur le schéma d'architecture, en fait toute cette partie-là, ça concerne tout ce traitement du langage, ça concerne ces briques ici. Donc avec l'utilisateur qui interagit, le petit widget qui est donc un web component embarqué, qui communique avec, donc là c'est du TypeScript, qui communique avec l'engin de conversation qui lui est écrit en Go,
et qui lui va s'assurer de l'enchaînement de la conversation, de la navigation dans le graphe de conversation, et qui va interroger des services dédiés. Donc on a essayé de faire ça de manière domain-driven development, donc avec une ségrégation par domaine. Donc là typiquement ça fait uniquement la conversation. Ces deux briques-là sont chargées uniquement de tout ce qui est détection d'intention, c'est-à-dire donc rapprocher une entrée d'un utilisateur avec une action possible. Voilà. Ensuite, il y a la partie, comme je le disais, API serveur qui permet d'accéder à des fonctionnalités un peu propres à l'application en elle-même. Et voilà, ça concerne uniquement ce truc-là. C'est notre brique. Après, donc justement, là-dessus, les petites, ce qui nous a un petit retour d'expérience sur cette partie-là. Donc effectivement, le premier point, c'était les entraînements qui sont fastidieux. Si on veut un bot qui soit suffisamment robuste et qui comprenne bien ce qu'on lui dit, c'est nécessaire, en tout cas jusqu'à présent, d'entrer beaucoup de training phrases, de phrases d'entraînement. Donc nous, on a essayé de travailler sur un modèle alternatif, donc dans la brique Luni, dans laquelle on intègre des modèles un peu plus récents, type BERT et des embeddings, enfin, tout ce qui est des dérivés de Word2Vec, qui nous permet du coup de rapprocher des mots en fonction du contexte et de savoir que ticket et billet, ça peut vouloir dire la même chose dans un contexte particulier, et que serveur et serveur, ça peut vouloir dire deux choses différentes, soit un serveur qui t'apporte une boisson, soit un serveur informatique en fonction du contexte autour. On a aussi vu que les outils marchaient souvent très bien en langue anglaise, mais qu'en langue française c'était un peu différent parce que les bases d'apprentissage étaient beaucoup moins riches, donc il a fallu pallier à ça. Et qu'il y avait aussi une problématique de jargon, c'est-à-dire qu'en fait, là on est dans des métiers assez techniques, et il y a du vocabulaire qui n'est pas présent dans les bases d'entraînement. Du coup, on est obligé de tuner les modèles et de les rentraîner avec ce jargon spécifique pour qu'ils soient compris par le bot. Voilà, donc ça c'est déjà un point. Et après, ce qu'on a vu aussi, c'est que les bots c'était quelque chose d'assez fragile. On pouvait facilement le casser en modifiant un petit peu la façon dont il était structuré, en modifiant les phrases d'apprentissage. Du coup, on a développé aussi toute une chaîne qui permet d'enregistrer les conversations, de les rejouer, de s'assurer qu'une conversation qui marchait il y a un mois fonctionne toujours, faire évoluer cette base-là, parce que sinon on avait du mal à garantir que le bot se comportait toujours de la même façon. Donc voilà pour la première partie sur l'aspect interface avec l'application. Ensuite, donc, il y a la problématique de la prédiction de délai. Donc là, pareil, la motivation, c'était toujours à la base essayer d'apporter quelque chose à l'utilisateur final. Donc là, c'est essayer de résoudre un problème de frustration de l'utilisateur final qui souvent est dans l'obscurité, il ne sait pas ce qui se passe pour son ticket, il est obligé d'appeler le support, il n'arrive pas forcément à joindre quelqu'un, etc. Le fait d'être capable de lui dire bah, ton ticket, vu ce que tu m'as décrit, il sera résolu dans tant de jours, et de pouvoir le notifier quand il y a une modification, c'est très intéressant pour lui, ça lui permet d'être assuré sur ce qui va se passer. Voilà. Donc pour faire ça, on a utilisé toutes les données qui étaient dans le système de gestion de tickets, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un ticket est ouvert, donc il y a des informations, typiquement la catégorie, le groupe d'assignation, l'heure à laquelle il a été créé, les tickets ouverts, les temps de résolution, le temps passé dessus, etc. Enfin, toute une base d'informations. Sachant que, là c'est un exemple, chez cet outil-là qui est déployé au sein de Proservia, en moyenne on voit qu'il y a à peu près 300 ou 400 tickets qui sont créés par jour, et à peu près autant qui sont fermés. Du coup, ça nous a permis d'avoir une base historique qui faisait alentours de 200 000 tickets. Du coup, en travaillant sur cette base-là, et en les faisant passer dans nos algorithmes, notamment Pity, on a pu construire donc, un système prédictif relativement fiable. Donc là, pour en revenir à l'architecture, c'est cette brique-là, sachant que là, c'est juste la partie prédiction, et qu'il y a le pipeline d'apprentissage voilà, qui apparaît ici, donc qui est basé sur Kubeflow. Et alors, là, dans ce cas-là, il se déclenche de manière manuelle, parce que les réentraînements sont faits mensuellement, c'est pas la peine que ce soit fait au fil de l'eau. Mais on a des cas où on peut le déclencher sur une action, par exemple dans BigQuery, ou l'arrivée d'un fichier CSV, peu importe. Et du coup, on décrit nos pipelines dans un langage dédié, qui est le langage de Kubeflow, c'est du Python, qui nous permet automatiquement de générer donc là, un pipeline qui est assez simple, et les étapes s'enchaînent automatiquement, et ça finit par la partie sulfure, c'est donc tout ce qui est pré-processing, l'entraînement, la prédiction, l'ajout de tendance, la prise en compte de tendance sur là, et une évaluation à la fin qui nous permet de garantir que le modèle est toujours bon. C'est assez classique. Alors, en termes de résultats, ça donne quelque chose comme ça.
C'est-à-dire que là, ça nous donne pour les différentes catégories de temps, c'est-à-dire par exemple, ce premier-là, c'est tous les tickets qui sont résolus dans la journée, les tickets qui sont résolus en un jour, les tickets qui sont résolus en 1 à 3 jours, je crois, 3 à 5, 5 à 10 et au-delà. Donc on voit les résultats qu'on a, donc les tickets résolus dans la journée, on est généralement assez bon. On distingue 3 catégories, c'est-à-dire la catégorie où on ne s'est pas trompé, la catégorie où on s'est trompé et qu'on compte KO négatif, on s'est trompé, on a mis un délai plus court, donc ça c'est pas bon pour le client parce qu'il pense que ça va être résolu en 2 jours, mais en fait ça le sera en 3 jours, donc ça c'est pas bon. Et la catégorie qu'on considère comme positive aussi, qui est un KO+, ce qui fait pas partie du cahier des charges, c'est-à-dire prévoir mais avec un délai un petit peu plus grand, on lui dire ce sera résolu dans 4 jours, mais en fait ça va arriver en 3. Donc on voit que en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est vert ou orange et vert. Donc on est à chaque fois dans ces deux catégories-là, 80% de prédictions qui sont correctes par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Voilà. Dans le même esprit, il y a la partie catégorisation automatique. Donc là, c'est pas l'utilisateur final qui est concerné, mais la personne du support qui va s'occuper des tickets. Donc là, la constatation, c'est que c'est fastidieux de catégoriser les issues qu'il reçoit parce que les informations ne sont pas toujours complètes, l'utilisateur n'a pas forcément bien formulé le problème, il y a des champs qui ne sont pas présents, etc. Donc pour lui, c'est assez pénible à faire, ça peut lui prendre jusqu'à 15% de son temps, et c'est générateur d'erreurs, et du coup, s'il y a une erreur, il faut réassigner, le temps de résolution du problème est encore plus long, etc. Donc l'idée c'est de le faire de manière automatique pour que la personne du support ait plus de temps justement à consacrer à expliquer les choses à l'utilisateur et à l'aider à résoudre réellement son problème. Donc là, dans ce cas-là, alors ça peut dépendre d'un client à l'autre. Dans le cas de Proservia, il y a 21 catégories différentes, de problèmes de téléphonie, de réseau, d'impression, etc. On a pareil, donc la base des tickets, qui a environ 200 000 tickets, donc qui nous permet en analysant les descriptions, les profils des personnes, etc., les heures, de savoir quelle va être la catégorie dans laquelle il faut assigner le ticket et de le faire automatiquement. Pareil, on tombe sur la brique de tout à l'heure, donc c'est à nouveau la même brique de Vertigo Brain qu'on utilise, mais on la configure un peu différemment. On retombe sur un pipeline qui est pareil que l'autre. Et au final, donc là les informations sont présentées différemment parce que le canal de communication cette fois-ci ça va plus être le chatbot mais l'outil directement du client. Donc on vient s'intégrer dans son outil. Donc là c'est un screenshot de l'outil ServiceNow, qui est donc un ITSM, et dans lequel on vient interroger notre API qui connaissant la description partielle du ticket va nous dire voilà, moi j'estime qu'il y a tant de chances que ce soit un problème réseau, tant de chances que ce soit un problème matériel, et du coup soit on est sûr avec un certain seuil et du coup on l'assigne automatiquement, soit on est moins sûr, mais en tout cas la personne du support a une présélection de ce qui est possible et ce qui est plus probable. Et du coup ça lui simplifie son travail. Globalement, donc on arrive à dans 70% des cas on trouve la bonne catégorie. Voilà, vous voyez sur l'ensemble des catégories et on voit apparaître les résultats pour à peu près toutes les catégories, sachant que celle qui est la plus facile, je crois que c'était une problématique d'impression qu'on trouve le plus facilement. Voilà, petit aparté sur la qualité du modèle prédictif. Ce qu'on essaye de faire, ce dont on s'est aperçu, c'est que ce qui est compliqué à faire, c'est de garantir que les modèles dans le temps vont tenir leur performance. On refait un réapprentissage et il se peut que les données étaient moins bonnes ou qu'il y a une évolution dans le traitement des données ou que la base n'est plus qualifiée de la même façon, etc. Et du coup, on est assez vigilant là-dessus. Donc on fait un suivi dans le temps qu'on voit apparaître ici, donc qui permet de voir l'évolution de la qualité de la prédiction en fonction du temps. On va essayer de mettre en place aussi tout ce qui est programmation par contrat. Donc là, l'idée c'est qu'à chaque étape du traitement de la donnée, on dise ce qu'on attend en entrée et qu'on vérifie que les dimensions sont bonnes, que le nombre de valeurs nulles est correct, on s'attend ce qu'il y en ait, on s'attend ce qu'il n'y en ait pas, que le formatage soit correct, qu'on garantisse un certain contrat sur les données entrantes et qu'on puisse très tôt détecter qu'il y a un problème. C'est ce que j'ai le early failure, c'est l'idée que plutôt que de laisser passer les données à travers le pipeline et d'arriver à la fin à une solution mais on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, dès le début, dès qu'on détecte qu'il y a une incohérence dans les données, quelque chose qui est un peu louche, on plante tout de suite, on s'arrête,
et on le reporte de manière détaillée dans les logs, et ça nous évite après d'avoir un résultat qui à la fin qui est biaisé, mais on ne sait plus trop d'où vient le problème. Voilà, juste le plan final. Hop. Je retombe sur celle du début. Du coup, effectivement, on a commencé donc, à déployer ça pour Proservia, qui est une finale de Manpower, donc chez Proservia en interne, chez Manpower. Et on a des nouveaux clients qui sont espérés, en tout cas des prospects, qui devraient arriver d'ici peu. Et sachant qu'après, je ne sais plus ce que j'ai mis, sur les choses qui nous attendent, c'est qu'on va continuer à travailler sur la partie Uni, donc ça c'est la partie traitement du langage, sur lesquels on veut continuer à avancer et finir à terme par essayer de ne plus utiliser du tout Dialogflow. Ensuite, sur les performances des prédictions, on essaie toujours d'accroître ces performances-là, même si là finalement on a atteint un peu le seuil maximal compte tenu des données qu'on a en entrée et de leur qualité. On a le seuil de 70% qu'on a atteint, on essaie de l'attaquer avec différents types de modèles, deep learning, des choses plus simples, des méthodes ensemblistes, etc. On se frotte toujours le palier des 70%, pour l'instant on n'arrive pas à le passer. Voilà, donc plus d'utilisateurs, sachant que ces utilisateurs-là, on a à chaque fois c'est des groupes qui ont des milliers d'utilisateurs finaux, donc il y a une problématique effectivement de performance sur l'aspect dialogue, conversation, etc. Parce qu'on peut avoir un grand nombre d'utilisateurs simultanés et ajouter de nouvelles features. Et voilà, ça on travaille avec le client en mode agile et du coup on peut définir avec lui quelles vont être les nouvelles fonctionnalités qu'on va utiliser, qu'on va implémenter et qui sont vraiment importantes pour l'utilisateur final. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions.